monde, bienvenue dans l'émission Santé, c'est priorité. Nous comptons avec vous pour nous parler de la santé. Jean-Laurent Meffel là. Moi, c'est Nital Pierre. Émission c'est Santé, c'est priorité. Ou sur chaîne 4 télé claire, c'est là qu'on a brassé l'idée sur la question de la santé dans l'émission Santé, c'est priorité. Je dis en autrice parce que le pays a perdu une femme vaillante, une femme qui luttait pour moi. Je dis que j'ai accès pour me faire émission santé, c'est priorité pour me gagner droit à la parole en tant que femme journaliste. Dans notre équipe émission santé, c'est priorité dans notre télé claire. N'a dit sympathie nous à la famille Pierre Paul, à toute l'équipe de la radio Kiskeya. N'a pris un coup de pause, n'a retourné tout de suite après. Kosi papa, l'autre week-end m'a sorti avec chaud qu'on est hein. Gardez ma pull up sous lui et m'a mettre ma pombo sous lui quand même. Ah Miss Nathalie, on va besoin suspect. Ou qu'on qui est n'a parlé. En tout cas Patrick, je souhaite protéger tête ou dans mettre capote, surtout si vous pas constater moun ça. Moi même, Ah, m'pa pas menti. Ça capote la gon l'autre feeling vrai. Si vous pas même mettre capote, il y a l'autre méthode de prévention contre VIH/SIDA. Est-ce que vous comprenez? prep. C'est si t'as pour Jean chaud parti ko pas prep. Prep c'est une méthode efficace qui protège contre VIH/SIDA ou qui prendre faire bagarre que monde qui déjà infecté. Yon petit grain chaque jour et pour poser petit. Oh, Simon, félicitations. Vous comprenez pour bien, oui? Oh, pas bon. Ça fait depuis un an sous prep pour petit. Oh, prep ça sauve. Côté même je n'ai acheté. Combien livres Miss Nathalie? Vous avez une prep gratis dans l'hôpital avec cette santé tout partout dans le pays. Si vous avez besoin de plus d'informations sur PrEP, relais gratis dans 8338. C'est un message ministre de la Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos, Fosref, COV et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Comment nous est? On a fait devoir nous? Oui. C'est bien? Bon de belles mango pour nous, oui? Rete! Nous pas connaître faut que nous bien laver mango avant de manger yo? Nous pas connaître faut que nous bien laver mais nous tout? Je connais faire ravage dans pays ya? Yo pas dit nous ça dans l'école là? Oui. Ah nous voulons bon problème? Ça maman nous dit non, c'est ça oui. Toujours laver fruits et puis laver main nous avant nous manger. OK? C'est tellement mango belle oui mamie. Et puis quand chaud, m'a vu manger tout de suite. Dis-moi tout oui mamie. Oui, moi comprends nous, mais nous devons respecter les règles d'hygiène yo. Pour bien microbe pas tomber sur nous. À laver mango yo, laver main nous et puis manger quantité nous capable. Protection contre choléra, sauver la vie. C'est un message ministère de la Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Nous retournons après posant, soit à peine branché, ou à suivre l'émission Santé, c'est priorité. Jodi dans l'émission, Jean-Mohamed dit là, on remarque que seul. Nous allons parler de AVC. AVC, nous allons parler de lien. Scientifique dit AVC, c'est une perte brutale de fonction en partie dans le cerveau. Scientifique encore dit que c'est un arrêt brutal de irrigation sanguine d'une partie du cerveau. C'est une partie dans le cerveau que sang pas circuler là-dedans. Chaque scientifique a une définition mais qui résume en seul bagaille que c'est une absence de irrigation de flux sanguine qui pas aller dans partie dans le cerveau.
moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, moi, c'est journaliste. Spécialiste, nous allons suivre un documentaire avec Zami, d'autres mères, qui pourraient faire nous connaître qui ça qui a AVC, qui genre les manifester, cet homme c'est qui ça qui cause les complications, prévention. On suit ensemble. Vous savez qu'il existe donc plusieurs catégories d'accidents vasculaires cérébraux, les infarctus qui sont de loin les plus fréquents et qui sont liés dans l'immense majorité des cas à une occlusion artérielle par un thrombus. Les hémorragies cérébrales, environ 15% des cas, sont liées à la rupture d'un vaisseau à l'intérieur du parenchyme, dans le parenchyme cérébral, alors que les hémorragies méningées, plus rares, avec une part relative plus importante chez les sujets jeunes, sont liées à la rupture d'un vaisseau dans les espaces méningés autour du cerveau. Ce qui est important de comprendre, c'est que chacune de ces catégories, en particulier ces deux-là, est extrêmement hétérogène en termes de causes et de mécanismes. Et il est fondamental, sur le plan clinique comme sur le plan de la recherche, de bien définir le sous-type d'accident vasculaire cérébral auquel on s'intéresse, comme le soulignait en introduction Elisabeth il y a un instant. Donc, ainsi définis, les accidents vasculaires cérébraux, vous voyez, sont extrêmement fréquents et à partir des données de l'Office mondial de la santé, on décompte en 2010, enfin pour 2010, 17 millions de nouveaux cas d'AVC dans le monde, 33 millions de survivants à un AVC, c'est-à-dire qui ont survécu à un AVC de l'année ou des années précédentes, une mortalité par AVC qui est de 6 millions, et un nombre d'années perdues du fait d'un décès ou d'un déficit résiduel lié à l'AVC de 102 millions, donc 102 millions d'années perdues. Alors ce poids des AVC est porté en grande partie par les pays à revenus économiques faibles ou modérés qui sont dans une transition épidémiologique, comme on dit, c'est-à-dire qui passent des maladies transmissibles vers les maladies des pays dits riches, avec une augmentation de la mortalité, une plus grande exposition, une augmentation de l'âge de la population, le vieillissement de la population, une exposition à des facteurs de risque et de moindre capacité de soins dans ces pays, ce qui explique qu'ils portent un poids supérieur à celui des pays à revenus économiques élevés. Ce que vous voyez ici sur cette diapositive, c'est l'augmentation qui a été enregistrée dans les 20 dernières années, depuis 90 à 2010, avec ici les pourcentages d'augmentation, vous voyez, qui sont considérables. Et si les indices épidémiologiques restent inchangés, eh bien les prévisions pour 2030, vous voyez, sont alarmantes. Environ 12 millions de décès par AVC, 70 millions de patients ayant survécu à un AVC et plus de 200 millions d'années de vie perdues en bonne santé du fait des AVC. Alors qu'en est-il pour la France ? L'incidence est de 130 000, un nouveau cas d'AVC chaque année, ce qui correspond à un AVC toutes les 4 minutes. Et on estime que la prévalence est d'environ 770 000 personnes atteintes pour un coût annuel supérieur à 8 milliards d'euros. C'est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième chez l'homme. C'est une cause très fréquente de handicap physique, puisqu'on estime que parmi les survivants, environ 60% gardent des séquelles plus ou moins importantes. Et enfin, c'est la deuxième cause de démence, on reviendra sur cette définition. Et vous voyez que je suis totalement en accord avec ce qu'a dit Elisabeth en introduction. Il faut bien comprendre aussi que l'AVC n'est qu'une partie de la pathologie cérébrovasculaire. C'est la partie émergée de ce vaste iceberg qui se traduit par l'accident brutal, cliniquement parlant, l'hémiplégie, l'aphasie. Mais on sait que cette pathologie vasculaire cérébrale comporte aussi des lésions dites silencieuses, ce sont des infarctus asymptomatiques, des petits infarctus asymptomatiques, des petites hémorragies, ou bien des lésions progressives cérébrales, comme les lésions progressives de la substance blanche, qui sont responsables par leur accumulation de différents autres troubles qui sont des troubles d'installation insidieuse, comme une démence,
enfin des troubles cognitifs pouvant aller jusqu'à la démence, qui est souvent associée à une maladie d'Alzheimer, des troubles de la marche, des chutes, une dépression, et globalement une perte d'autonomie du sujet âgé. Alors, les études épidémiologiques ont aussi montré qu'il existait des facteurs de risque des accidents vasculaires cérébraux, et en particulier des facteurs de risque modifiables que j'ai cités ici. Les facteurs de risque génétiques seront abordés dans d'autres exposés. Parmi ces facteurs de risque, le plus important est de loin l'hypertension artérielle, parce qu'elle va favoriser toutes les variétés d'AVC et pratiquement un grand nombre des causes qui sont responsables d'accidents vasculaires cérébraux. Et ce qu'on sait depuis longtemps, et cette courbe le montre bien, pourtant c'est un vieux travail qui a été très très important à son temps, montre la relation linéaire, log linéaire entre la pression artérielle, ici c'est la diastolique, et le risque d'AVC. Et vous voyez que pour des modifications de pression artérielle de 5 mm de mercure, vers le haut ou vers le bas, on obtient des modifications de 34% de l'incidence. Si on passe à 10 mm de mercure, de 56% de l'incidence, on verra que tout ceci a des implications importantes. Donc je ne vais pas détailler ces facteurs de risque que vous connaissez, hypertension, diabète, les modifications, enfin les styles de vie inadaptés, disons, ou bien des causes directement. Voilà, je suis parti trop vite. Mais ces facteurs de risque sont, en fait, favorisent la survenue de maladies artérielles ou cardiaques qui vont être elles-mêmes responsables des AVC, c'est-à-dire les causes des AVC, c'est ce qui reste directement responsable d'un AVC chez un individu donné. Alors, ces causes, je vous le disais, sont extrêmement nombreuses. Les voici pour les infarctus cérébraux, mais il y en a 3 qui dominent largement pour les infarctus cérébraux, ce sont l'athérosclérose, l'artériolosclérose et les cardiopathies emboligènes. Je vais passer vite sur l'athérosclérose, qui est une maladie des grosses artères, ou des artères de moyen calibre, vous voyez, qui ont des sièges de prédilection sur l'arbre artériel, ici en jaune, et qui aboutissent à la formation d'une plaque, qui est ici sur une coupe, avec un cœur lipidique et une chape fibreuse qui sépare le cœur lipidique de cette lumière. En fait, cette plaque n'aurait pas beaucoup de conséquences, sauf lorsque, bien sûr, sa croissance aboutit à une réduction importante de la lumière artérielle, mais en fait la plupart des complications viennent de l'instabilité de la plaque qui va par l'intermédiaire soit d'une érosion de l'endothélium, soit d'une rupture de la chape fibreuse, mettre en contact les éléments du sang avec les éléments sous-endothéliaux ou du cœur lipidique et favoriser une thrombose que vous voyez ici. Ici, c'était un hématome sous plaque qui a été responsable de cette rupture de plaque. Un thrombus intraluminal qui va se déliter, aller occlure une artère distale ou bien aboutir à l'occlusion complète de l'artère. C'est le mécanisme classique des infarctus cérébraux liés à l'athérosclérose. Jean-Baptiste Michel nous en dira beaucoup plus sur sa formation tout à l'heure. La deuxième cause en fréquence, la deuxième artériopathie, est l'artériolosclérose ou l'hypoléninose, qui atteint les artères de plus petit calibre, de 50 à 150 mu de diamètre. Vous voyez qui sont ces artères ici, en particulier les artères perforantes de la base du cerveau. Et vous voyez ce qu'est une hypohyalinose, c'est-à-dire une disparition des cellules musculaires lisses qui est remplacée par un matériel fibrohyalin ici, qui va épaissir la paroi, réduire la lumière artérielle. L'artère peut être déformée, vous voyez la déformation de l'artère avec de nombreux coudes que l'on voit sur cette coupe. Elle peut être le siège d'une nécrose fibrinoïde qui peut aboutir à la rupture de l'artère. Et elle peut parfois prendre l'aspect d'un micro-athérome comme ici. Et donc cette maladie est responsable de petits infarctus cérébraux, mais peut être aussi responsable d'hémorragie cérébrale, comme on le verra tout à l'heure. Environ 20%, alors les deux premières causes, grossièrement pour les causes, on peut retenir 20 à 30% pour chacune, avec des variations qui dépendent des populations auxquelles on s'adresse. Environ 20% des infarctus cérébraux sont liés à une cardiopathie emboligène, c'est-à-dire à la formation d'un thrombus dans le cœur qui va migrer dans une artère distale. La cause la plus fréquente est la fibrillation atriale qui représente environ la moitié des cas. Vous voyez ici un thrombus dans l'auricule gauche qui est appendu à l'oreillette gauche. Le thrombus peut naître d'une valvulopathie ou de sources associées à un thrombus VG comme les cardiopathies ischémiques ou enfin d'autres sources. Les autres causes sont beaucoup plus rares. Il y en a très nombreuses, mais elles sont beaucoup plus rares. Il y en a une seule qui sort par sa fréquence, qui est en fait la cause la plus fréquente d'infarctus cérébral chez le jeune, c'est la dissection artérielle. Vous voyez, c'est un hématome qui dissèque la paroi artérielle.
C'est une maladie assez mystérieuse qui survient quasiment en one-shot, qui récidive très très peu, qui peut toucher plusieurs artères d'un seul coup. Et Stéphanie Debette nous parlera tout à l'heure des apports de la génétique pour essayer d'élucider les mécanismes de cette maladie. Enfin, des causes peuvent être associées, en particulier chez le sujet âgé, ou bien on peut ne trouver aucune cause, ce qui est le cas dans environ 30% des cas, et c'est ce que l'on appelle un infarctus cryptogénique. Pour les hémorragies cérébrales, les causes les plus fréquentes sont ici. Il y a l'artériolosclérose. Je vous dis que cette même pathologie peut déformer l'artère, la fragiliser au point qu'elle puisse se rompre. Ici, vous voyez une artère atteinte d'artériolosclérose prête à se rompre. Et cette rupture est responsable des hémorragies cérébrales, en particulier l'hémorragie profonde que vous voyez ici. Une autre microangiopathie est l'angiopathie amyloïde, qui est liée au dépôt dans la paroi artérielle du peptide A-bêta, vous savez, associé à la maladie d'Alzheimer, mais là c'est une maladie qui touche l'artère et qui aboutit à une désorganisation de la paroi de l'artère avec une fragilisation de cette paroi et de cette artère, et qui aboutit à la formation d'hémorragies cérébrales qui ont la particularité de siéger où siègent ces anomalies, c'est-à-dire principalement sur les artérioles et les artères corticales et leptoméningées, et de provoquer donc des hémorragies, comme vous voyez ici, qui sont des hémorragies lobaires, ou bien ces petites anomalies, ces petits points noirs que vous voyez ici, que l'on appelle des microsaignements ou des microblitz. La troisième grande cause est représentée par les malformations vasculaires, qu'il s'agisse d'une malformation artério-veineuse, c'est-à-dire une communication entre une artère et une veine sans interposition d'un réseau capillaire entre les deux, ou bien encore d'une cavernome, qui sont des vaisseaux dilatés regroupés sous forme d'une petite sphère que vous voyez ici, cavernome parce que ces vaisseaux dilatés ont l'aspect de caverne en histologie. Troisième grande cause, ce sont les anévrismes, mais on verra qu'ils sont plus souvent responsables d'hémorragie méningée. Vous voyez ici un petit cavernome sur l'IRM, enfin un cavernome sur l'IRM, et une malformation artério-veineuse, vous voyez, avec ce shunt à plein canal entre une artère et une veine. Enfin, la quatrième grande cause est représentée par des troubles de la coagulation, mais qui sont aujourd'hui essentiellement des troubles de la coagulation induits par les médicaments que l'on utilise pour fluidifier le sang, que ce soit des anticoagulants ou des antiplaquettaires. On en parlera aussi au cours de cette journée. Enfin, il y a plein d'autres causes dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui. Quant aux hémorragies méningées, la principale cause est la rupture d'un anévrisme artériel, que vous voyez ici avec son résultat. Les autres causes sont beaucoup plus rares. Donc voilà déjà pour cette présentation générale de la pathologie. Et je voudrais maintenant aborder les moyens thérapeutiques dont l'on dispose, et en envisageant ce qu'on peut faire avant l'AVC, au moment de l'AVC ou après l'AVC. Avant l'AVC, ce qu'on appelle la prévention primaire. En définitive, ça serait l'étape la plus importante si on pouvait la faire de façon extrêmement efficace, parce que 75% des AVC sont des premiers AVC, les récidives ne représentent que 25% des cas. Donc les possibilités thérapeutiques, et on en a, c'est le dépistage et la correction des facteurs de risque artériels, et vous voyez le sujet idéal ici, qui ne fume pas, qui a un cholestérol où il faut, un glucose où il faut, qui fait du sport, qui a une pression à moins de 120, etc. Ce monsieur ou cette dame ont un risque d'accident vasculaire cérébral très faible et aussi un risque de démence très faible, enfin diminué par rapport à la population qui a des facteurs de risque élevés, puisqu'on sait que les facteurs de risque d'accidents vasculaires cérébraux sont aussi des facteurs de risque de démence. Ce qu'on sait aussi, c'est que pour celui qui a une pression artérielle élevée pour différentes raisons, on dispose de traitements extrêmement efficaces. Je vous ai mis simplement le traitement de l'hypertension artérielle, le bénéfice que l'on obtient. Et vous voyez que lorsque l'on baisse la pression artérielle diastolique de 5 mm de mercure, ou la diastolique de 5 mm de mercure, ou la systolique de 10 mm de mercure, on obtient une réduction du risque d'accident vasculaire cérébral qui est très comparable à celui qui avait été noté dans les études épidémiologiques où on observait simplement des variations de risque en fonction des niveaux de pression artérielle au début du suivi, ou sur une période prolongée. Donc vous voyez qu'on répare, je dirais, complètement le surrisque lié à l'hypertension artérielle par des traitements antihypertenseurs. Le gros problème qui existe dans ce domaine-là, c'est que
la difficulté qui existe à obtenir la prise en charge des facteurs de risque chez les patients qui sont par ailleurs en bonne santé. L'hypertension artérielle, ça fait pas mal, et donc se soigner tous les jours ou comprendre que c'est important est difficile à faire admettre. Par exemple, en France, il existe 16 millions d'hypertendus, et le taux d'hypertendus connu, et le taux d'hypertendus contrôlé est simplement de 50%. Lorsqu'on s'adresse aux pays en développement économique faible ou modéré, ce taux de contrôle, c'est-à-dire inférieur à 14,9, est simplement de 10%. Et ça, c'est un peu vrai pour les différents éléments. Donc je dirais qu'un des enjeux thérapeutiques majeurs dans le domaine de la prévention primaire des facteurs de risque, c'est la recherche en santé publique, associée à la recherche en sciences sociales et humaines, pour essayer de comprendre les mécanismes qui conduisent à ce fossé entre ce que l'on peut faire et ce que l'on fait réellement. Un autre aspect, c'est que les progrès de l'imagerie ont permis de découvrir, permettent de mettre en évidence très facilement des anomalies vasculaires asymptomatiques qui peuvent, comme vous voyez ici un anévrisme, ici un cavernome, être responsables de complications hémorragiques, une petite malformation artério-veineuse, ou ici des lésions d'athérosclérose asymptomatiques, extracrâniennes ou intracrâniennes, qu'on peut découvrir en ARM ou en échodoppler. C'est vraiment une opportunité, là aussi, de faire de la prévention primaire, et les enjeux de la recherche dans ce domaine, c'est de comprendre les mécanismes qui conduisent au développement de ces maladies. Enfin, la cause de ces maladies, c'est très, très ambitieux, mais enfin, c'est quand même un objectif majeur. De comprendre aussi ce qui conduit de cette anomalie à la survenue d'un accident vasculaire cérébral, parce que très peu vont faire un accident vasculaire cérébral en définitive, les gens qui sont porteurs de ces anomalies, d'avoir des biomarqueurs et d'identifier ainsi des pistes thérapeutiques. On peut faire exactement les mêmes recommandations sur les enjeux thérapeutiques pour les anomalies parenchymateuses que l'on découvre chez les patients asymptomatiques, que l'on peut mettre en évidence dans 5% de la population pour les petits infarctus asymptomatiques et 10% de la population pour les anomalies de la substance blanche, ou bien vous voyez ces micro-hémorragies dans les régions profondes, ou ces micro-hémorragies qui évoquent fortement une angiopathie amyloïde. Donc les mêmes enjeux de la recherche que je vous signalais pour ces anomalies artérielles peuvent s'appliquer ici. Concernant le traitement de l'accident vasculaire lui-même, il y a eu de gros progrès dans le traitement de l'infarctus cérébral, qui repose d'ailleurs sur des acquis physiopathologiques que je vais vous décrire rapidement, c'est-à-dire que lors d'une occlusion artérielle qui provoque une hypoperfusion sévère dans la zone irriguée par cette artère, on peut décrire une zone qui est l'infarctus proprement dit, qui est cliniquement symptomatique et qui est une zone irréversiblement atteinte, et une zone dite de pénombre qui est elle aussi cliniquement asymptomatique, mais dont l'évolution peut se faire vers une récupération neurologique, fonctionnelle et neurologique, si on arrive à rétablir suffisamment tôt, parce qu'il n'y a que quelques heures pour faire tout ça, si on peut rétablir suffisamment tôt la perfusion cérébrale, ou bien, malheureusement, se transformer en nécrose, en mort cellulaire, comme vous voyez ici dans ce schéma très, très, très simplifié. Alors, l'objectif thérapeutique est bien sûr de sauver la zone des pénombres en reperfusant l'artère, et la thrombolyse a été une grande étape dans le traitement des infarctus cérébraux. Mais si on veut critiquer un petit peu la thrombolyse, on peut dire qu'en définitive, vous voyez que même chez les patients qui ont été traités dans les 3 heures, seulement un tiers vont guérir complètement. C'est un score qu'on utilise pour signifier la guérison. Excusez-moi. Voilà, vont guérir complètement à 3 mois, c'est-à-dire 10% de plus que l'évolution naturelle. Et vous voyez bien aussi que le bénéfice de la thrombolyse diminue très rapidement, et on peut considérer qu'à partir de 4h30, par rapport au début des symptômes, il n'y a pas de bénéfice. La thrombectomie a apporté un bénéfice supplémentaire, c'est un apport thérapeutique récent. Vous voyez que la thrombectomie améliore d'environ 70% la proportion de patients qui ont une récupération très satisfaisante. Donc il y a eu des progrès indiscutables et des progrès qui continuent, donc ça veut dire qu'on peut faire des choses dans le domaine du traitement des accidents vasculaires cérébraux.
Les objectifs thérapeutiques aujourd'hui sont lesquels sont bien sûr d'améliorer l'organisation des soins pour que les patients arrivent encore plus tôt à l'hôpital, c'est d'avoir de meilleurs thrombolytiques ou d'avoir des traitements ajoutés aux thrombolytiques qui les rendent plus efficaces. C'est d'avoir une imagerie qui permet de prédire le tissu le plus à risque et la probabilité de récupération après les traitements. Mais je pense qu'un des éléments très importants, et plusieurs personnes en parleront, dont Denis Vivien plus tard, c'est d'essayer de reprendre à bras-le-corps le problème de la neuroprotection, car en définitive, la thrombolyse ne peut sauver que le tissu pénombral restant, et il est donc très important de conserver cette pénombre le plus longtemps possible. Le terme qui est utilisé actuellement, c'est de geler cette pénombre pour permettre à la thrombolyse d'arriver, d'avoir le plus grand bénéfice, et ça permettra aussi à plus de patients d'en profiter, bien évidemment, de la revascularisation et surtout de la reperfusion qui est le but final. Les progrès à faire concernent beaucoup l'hémorragie cérébrale. Dans l'hémorragie mélangée, il y a eu des progrès, je n'en parlerai pas. Mais dans l'hémorragie cérébrale, on est dans une situation où on n'a quasiment pas de traitement. Ce que l'on fait, c'est abaisser la pression, donner des agents hémostatiques ou des antidotes maintenant dans les hémorragies liées à des traitements anticoagulants et rarement la chirurgie qui n'a d'ailleurs pas fait la preuve de son efficacité. Et en fait, on est vraiment désarmé pour lutter contre deux éléments importants des hémorragies cérébrales, que sont l'augmentation du volume de l'hémorragie, vous voyez, dans les premières heures. Regardez l'évolution de cette hémorragie sur quelques heures. On estime que c'est au moins 30% des patients qui ont cette évolution-là. Et d'autre part, la présence de sang au sein du parenchyme cérébral a de nombreux effets pour lesquels des cibles thérapeutiques pourraient être développées permettant d'améliorer le pronostic de cette variété d'accidents vasculaires qui est vraiment la plus mauvaise puisque la mortalité est d'environ 40% en moyenne. Alors je terminerai rapidement après l'accident vasculaire cérébral. Il y a 3 objectifs que vous voyez là. Prévenir les récidives, favoriser la récupération neurologique et prévenir le déclin cognitif post-AVC. Concernant les récidives vasculaires, les moyens thérapeutiques sont des facteurs de risque, éventuellement le traitement de la cause s'il est possible, auxquels on ajoute pour les infarctus cérébraux des médicaments antithrombotiques. Alors il y a eu de nombreux travaux autour des antithrombotiques et des anticoagulants oraux, avec de nouveaux anticoagulants oraux qui ciblent des facteurs précis comme le DISA et le facteur 2, et puis il y a des développements de nouveaux antithrombotiques. Madame Jean-Perreux en parlera tout à l'heure, mais un des objectifs de la recherche dans ce domaine, c'est d'aller un peu vers l'antithrombotique idéal qui a la meilleure efficacité avec la plus grande sécurité et qui peut être adapté à un patient donné vers une médecine personnalisée parce qu'il y a quand même une variabilité interindividuelle qui est importante. Alors la récupération neurologique, c'est un domaine où les progrès à attendre sont, à mon avis, considérables. Aujourd'hui, le traitement utilisé est la rééducation, qui est très utile et qui a en définitive pour objectif de stimuler la plasticité cérébrale. Et vous voyez qu'il y a plein d'autres techniques qui sont en cours d'évaluation, des médicaments comme les IRS, des biothérapies, ça c'est particulièrement intéressant, comme les thérapies cellulaires, des stimulations cérébrales par TMS ou TDCS, et thérapies cognitives, ou développement d'interfaces cerveau-machine. Mais on voit bien qu'un enjeu majeur serait la neurorestauration, comme on a la neuroprotection, la neurorestauration, mais qui implique un certain nombre de découvertes pour inclure des neurones nouveaux dans des circuits neuronaux. Et je pense que c'est un domaine absolument passionnant de la recherche pour la récupération neurologique. Et je terminerai avec la troisième étape de la prévention après l'AVC, c'est la prévention du déclin cognitif post-AVC. La survenue d'un accident vasculaire multiplie par 2 le risque de démence, qui sont d'ailleurs des démences de type Alzheimer, comme des démences de type vasculaire, même si la distinction est parfois un petit peu difficile. Les 2 mécanismes qui sont évoqués, le premier, c'est celui de démence vasculaire, c'est-à-dire l'accumulation de lésions vasculaires qui aboutit à un déclin cognitif progressif. Et l'autre est celui de démence mixte, où les patients ont à la fois des lésions vasculaires et des lésions dégénératives. Et on peut à ce moment-là faire 2 hypothèses, ou bien
chez un patient qui a un déclin cognitif lié à l'âge ou lié à une maladie d'Alzheimer, disons dégénérative, la survenue d'un accident vasculaire va donner un petit à-coup au déclin cognitif. La question est de savoir si après, la pente revient comme elle était auparavant, c'est-à-dire qu'elle va suivre la pente initiale, ou bien s'il y a non pas une simple addition, mais une potentiation des phénomènes dégénératifs et des phénomènes vasculaires. Et il y a un certain nombre d'arguments, qu'ils soient épidémiologiques, cliniques et de recherche, qui seront sûrement développés par certains d'entre vous, qui amènent à penser que les lésions dégénératives et les lésions vasculaires ont un effet potentialisateur sur le développement de ces démences, dites mixtes. Voilà ce que je voulais vous dire pour survoler la pathologie vasculaire cérébrale, et je profite d'être là pour vous dire qu'il existe maintenant une fondation pour la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux. Pas mal de personnes qui sont ici font partie du comité scientifique de cette fondation. Elle a pour but d'aider modestement, mais j'espère moins que modestement plus tard, à la recherche dans cette pathologie, et un premier appel d'offres sera lancé en 2016. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que nous avons suivi ensemble, amis téléspectateurs, nous avons gardé qui ça qu'on AVC. Accident vasculaire cérébral là, ça nous dit que nous avons fait un stroke là, dans la langue pas nous pas boy ici stroke, bon son anglais stroke, et nous dit que et nous avons fait AVC, on se trouve professeur là prend temps pour l'expliquer ça qu'on AVC, qui ça lié, qui gens lié, manifestation yo, qui gens ça fait. Parce que il y a un peu de bagaille qui doit être fait dans la société noire. Nous devons apprendre plus, nous devons étendre plus. Nous souhaitons que le documentaire ça a été édifié pour nous comprendre quel comportement nous devons gagner par rapport à telle ou telle situation. Surtout dans la prévention, qui gens pour faire tel signe que vous pas de ou bien entourage ou gain qui comportement pour adopter face à une situation comme ça. Je vous remercie parce que vous avez branché l'émission Santé, c'est priorité. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.